Le Groenland est en grande partie une gigantesque masse de glace, enlacée par les montagnes le long de sa côte. L'intérieur est battu par les vents et triste, sans source de nourriture et sans vie. Comme une mer gelée. La fréquence des vents fait du Groenland un lieu idéal pour des expéditions de kiteski. Le plan était simple. L'ascension du plateau de glace à l'endroit le plus escarpé du sud, proche de Narsaq. Le quitter ensuite près du village de Qaanaaq au nord-ouest, après 2300 km. Sur des skis, des kites et sans assistance. Sur 45 jours. Notre objectif le plus ambitieux, établir un nouveau record mondial pour la plus grande distance parcourue en 24 heures. Pour cette raison, je me suis associé avec Eric McNair Landry. Issu d'une famille de guides polaires, Eric est un fervent pratiquant de kite et avec ses 25 ans, il affiche une expérience au-delà de son âge. Si quelqu'un pouvait réussir, j'étais convaincu que ce serait notre team. Quelle journée! Avant la mise en route, j'ai pris l'avion pour la ville d'Eric, au bord du cercle polaire, afin d'affiner notre équipement et pour passer du temps sur la glace, ou comme on disait, peaufiner l'entraînement. On peut facilement mourir en faisant du kite au Groenland, soit par blessure, à cause du froid, ou encore à cause d'une mauvaise organisation. On visait les 40 jours et on prévoyait pour 45, sans aucune garantie. Les conditions locales allaient déterminer notre progression. Nous voilà partis pour la glace. De Los Angeles via Montréal et Copenhague, en passant par le Kangerlussuaq et le hameau fantomatique de Narsarsuaq. Bon, voilà, nous sommes à Narsarsuaq. C'est la dernière étape de notre voyage en avion. Enfin, j'espère. À partir d'ici, on est censé soit marcher, soit utiliser le kite. On s'est arrangé avec un pêcheur qui nous amènera par bateau au pied de la plaque de glace. Devant nous se trouve le glacier. Ce sont les derniers êtres humains qu'on verra pendant 45 jours. À partir de ce point, il n'y aura pas de retour. L'ascension d'un glacier signifie flirter avec les crevasses. D'abord bien visibles, elles deviennent un réel danger à mesure où nous gagnons de la hauteur et qu'elles sont couvertes par la neige. Chargée d'un pactage de 108 kg, la pente raide rend la respiration rapidement difficile. Quand on est arrivé à la bordure du névé, on s'est attaché. Comme ça, si l'un de nous tombait, il pourrait au moins tirer pour que l'autre lui tombe dessus. Ouais, exact. Avec les quatre luges. Ouais, juste au cas où le premier de cordée ne soit pas tué par les deux premières luges. On met quelqu'un d'autre à sa place avec deux autres luges. Avec deux autres luges pour bien finir. Une grande crevasse peut atteindre une profondeur de plus de 30 mètres. Les crevasses sont le résultat de la gravité qui pousse la glace vers le bas et la brise littéralement. Nous prenons la tête à tour de rôle pour diminuer les risques d'accident. Un pont solide gèlera et fera une bonne base pour traverser. Mais un mauvais pont s'effondrera sans prévenir. Les basses températures du soir solidifient le pont et nous avons décidé de marcher jusque tard dans la journée. Arrivé au bord du névé, il devient plus difficile de repérer les fissures, ce qui nous ralentit. Les subtiles dépressions du terrain sont des signes inquiétants, mais on apprend à les repérer à la tombée du jour. Quand la glace cède soudainement sous vos pieds, vos jambes balancent au-dessus d'un vide sans fond.
Nous avons fait 1300 mètres. La plaque de glace montante a lentement couvert le paysage en dessous. Mais nous avons besoin de plus d'altitude pour attraper des vents favorables. On attend que les températures baissent pour que la neige devienne plus dure sur le dessus. Là, pour l'instant, elle est vraiment très molle. À chaque pas, on s'enfonce jusqu'aux genoux. Alors on a pratiquement passé la journée à boire du thé et à raconter des bêtises Dormir. et dormir. On va marcher la nuit. On se met en route. La température a considérablement chuté. Le vent s'est levé. Le vent vient toujours de la mauvaise direction, alors on va encore skier la nuit. Heureusement que la glace est bonne et dure et qu'on peut skier. On n'aura pas besoin de tirer les luges. Le paysage est dominé par la glace, avec le dernier des sommets tournés vers le sud. On nous a déposés à côté de Narsak et on monte doucement. Ce matin, ça s'est levé un peu. Alors on va faire du kite la journée et ce sera un peu plus chaud et agréable que prévu. Mais le vent se lève vraiment, alors on sera prêt pour faire du kite pour la première fois aujourd'hui. Un léger vent de surface porte à peine le kite, mais avec les cordes tendues, la voile trouvera le courant au-dessus et on prendra de l'avance. Une sensation vous gagne quand les cordes se tendent. Le kite se remplit d'air et la traction sur le harnais vous propulse en avant à la seule force du vent. C'est ce qu'on appelle voler. En seulement 1 heure, nous avons avancé plus que les 5 jours précédents. Jusqu'à ce que le vent retombe complètement. Le lendemain matin, nous découvrons un tout nouveau côté du Groenland. Quelles sont nos chances de sortir aujourd'hui, Eric? J'en sais rien. Bon, d'accord, on avance. Mais quand? Je suis pas sûr. Je pense que la loi de la physique, en principe, veut que le vent tombe à un moment. Bon, ça tourne à la tempête de neige dehors. On est coincé dans cette tente pendant 16 heures. Dehors, c'est une tempête avec une force de 60 et des rafales de 70 km/h. Ça n'a pas l'air de se calmer, alors on restera probablement encore ici 1 ou 2 jours. J'espère que ce sera pas plus que ça. On ne bougera pas de sitôt. On a l'impression qu'il y a un réacteur qui tourne dans la tente. Inutile de dire qu'il est difficile de dormir. C'est super. On se relaye pour dégager la tente. Après 6 jours coincés à cause du vent, des embruns se sont déposés autour de la tente et ils ont recouvert les bords. Avec le froid, ça a gelé. Alors notre boulot consiste à dégager la tente et à faire attention de ne pas percer la toile. C'est vraiment un sacré boulot. Ça nous prendra quelques heures pour nous dégager et pour pouvoir continuer le voyage. Dans l'après-midi du 7e jour, le vent s'est levé suffisamment pour reprendre le contrôle de l'histoire. On a creusé pour se dégager du trou et on en est sorti. Le vent s'est maintenu et on a glissé dans la nuit en rattrapant les kilomètres perdus sous un clair de lune mirifique. Le 16e jour, le vent est complètement tombé. On n'a même pas pu utiliser le kite. Alors on a fait à peu près 13 km en 4 heures. On s'installe pour un petit somme et on attend. On attend. On attend. Au coucher du soleil, on a finalement abandonné et on a installé le campement. Un autre jour perdu et encore plus de kilomètres.
Avec 13 km par jour, nous sommes très loin du record des 508 km. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Au petit matin, nous avons trouvé un souffle de vent et bientôt une neige douce nous a fait glisser sur nos skis. Avec un ciel clair et des températures modérées, nous retrouvons des sensations oubliées. Et finalement, on en fait des kilomètres. On fait des étapes de 2 heures avec des pauses de 15 minutes. On glisse littéralement vers le soir quand la température tombe à moins 20 degrés et renforce la glace. Profitant des conditions idéales, on tente une course au record jusqu'à ce qu'on s'effondre. Après 230 km, une forme indéfinie surgit devant nous et met fin à notre course. Juste là, à l'horizon, se trouve Dai 2, à une distance d'environ 30 km. Après 17 jours sans voir autre chose que la glace, c'est vraiment bizarre de voir un truc qui ressemble à un monolithe dressé, sorti de la glace. Dans le soleil de minuit et après une course de 16 heures, nous atteignons finalement Dai 2. Dai 2 est une des 4 structures au Groenland qui fait partie du système Distant Early Warning, ou le DEW, un ensemble de stations de radar installées par les États-Unis et le Canada pour suivre les activités de tir russes dans l'Antarctique pendant la guerre froide. Allons affronter Dai 2. L'endroit avait été abandonné comme à la hâte et il est resté inchangé depuis, sauf la peinture au plomb qui s'écaille sur les murs. Ici, c'est la salle des générateurs qui alimentait toute la station. Ça doit être la porte latérale qui mène au dôme. Il y a des boîtes d'œufs gelées, des miches de pain, des caisses à soda, des cafetières et du sucre. Il y a aussi un atelier de mécanique et des outils électroniques. Les relents d'une civilisation qui n'a pas survécu. Un aperçu de ce qu'aurait pu être le futur. La vision de ce bâtiment désert est presque prophétique. Je pensais malgré moi que cela ressemblait à ce que nous serons quand nous serons morts. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment remarquable. On est à l'intérieur du dôme qui était la pierre angulaire de cette opération. Toute l'installation du suivi des tirs. Allez. 20e jour. On est presque à la moitié du chemin de notre périple. Et on a un vent léger aujourd'hui. J'espère qu'on pourra faire quelques kilomètres. Rebondir pendant des heures sur des plaques de glace dure éprouve tout le corps. Les genoux, les orteils, les chevilles et le dos. Sans parler du risque de se blesser ou bien sûr d'endommager l'équipement. Les genoux sont un peu douloureux. C'est sûr, tu es sur le même pied toute la journée et le pied sous le vent a définitivement été le plus sollicité. J'aurai plus de sensations dans le gros orteil pour un bon moment. Là, les conditions sont parfaites, avec des vents forts qui poussent à de larges bordées. On tente de s'approcher du record. La vitesse à laquelle nous avançons cette nuit fera à coup sûr tomber nos dents. Alors on y va. En route pour le record. À cette époque de l'année, à l'approche du solstice d'été et à cette latitude, le soleil se lève et se couche plus ou moins au nord, car il tourne autour du pôle Nord. Ça signifie qu'on se dirige vers le lever et le coucher du soleil, tout en gardant le même cap. «
Vers 4 heures de l'après-midi, des congères avaient couvert la glace comme un nuage de fumée liquide. Pendant 8 heures, on a fait des courses de 2 heures avec une pause de 15 minutes entre chaque. Dans les 5 premières heures, on avait couvert 250 km. Belle avancée aujourd'hui, non? Ah ouais, c'était plutôt bien. Il fait frais maintenant. Vous voyez, il est quoi là? 3h20 du matin. Le temps est clair, mais froid. En 10 heures, on a parcouru 368 km. À cette allure, on va pulvériser le record. Mais à mesure que la journée avance, le vent faiblit et notre vitesse avec. Il devient évident que la journée à venir ne sera pas de notre côté. Ouais, on a commencé comme des fusées, et puis là le vent a pas mal diminué. Alors maintenant, on finit un peu comme une balade. Le soleil a joué à cache-cache avec les nuages, mais un filet de vent s'est maintenu. Après, la direction du vent a changé, en insufflant de la puissance au voile, et le ciel s'est dégagé à nouveau. Ça, c'était notre chance. On a atteint le record dans l'heure suivante. Ma première pensée était chapeau à l'équipe précédente. Faire 500 km dans une journée, c'est incroyable. On était d'accord pour ne pas vérifier notre progression jusqu'au soir. Le record était à nous et ce sera notre surprise. Il n'y aura pas de foule déchaînée, pas de bain chaud et pas de masseuse. Notre arrivée était chronométrée et cet endroit sera notre abri pour la nuit. Rends-moi un service. Vérifie un truc pour moi. Je pense qu'on a établi un nouveau record pour la plus longue distance parcourue en 24 heures. On a parcouru 595 km. Ouais, une sacrée course, hein. Ok, oui. En fait, on est parti d'ici, en faisant toute cette route-là, et on a couvert cette distance en un seul jour. On fait ce qu'on avait dit qu'on ferait. Pour le moment, ça nous suffisait comme récompense. Le plus dur semble être derrière nous. Mais il ne faut pas baisser la garde. On a toujours 700 km à parcourir et la météo sera différente en allant vers le nord. Les jours suivants apportent des conditions mitigées, avec des vents modérés et légers et des chutes de neige considérables. Bon, on commence juste à en voir le bout. On a vu quelques sommets timidement poindre à l'horizon. Et à environ 45 km d'ici, on échangera nos kites contre des skis. On a attaqué la dernière partie de ce grand vide blanc. Alors qu'on perd en altitude en allant vers l'ouest, la calotte glaciaire découvre lentement les montagnes qui étaient tout ce temps enfouies sous nos pieds. L'étape suivante était un dédale traître et mortel avec des champs de crevasses. On a prudemment négocié notre descente entre les fissures. On a terminé sur les skis, profitant des restes d'une neige granuleuse jusqu'à ce qu'on arrive en bas de la plaque de glace. On s'est arrêté dans un oasis blanc au milieu d'un champ de rochers et on a installé le campement. Après une journée de repos, on a entrepris la descente des 700 mètres vers la côte. Une descente traître et raide de 7 km, rendue encore plus difficile par notre pactage.
Tout autour de nous, les signes de la gloire disparue des glaciers, dont la portée et l'épaisseur sont révélés par les traces des moraines d'un autre âge et des cicatrices sur les flancs de montagne. Au lointain, de grands icebergs parsemaient la baie comme des marshmallows flottants. Le voyage touchait à sa fin. Je te donne nos coordonnées GPS pour l'hélicoptère qui viendra nous chercher. On dormait nos dernières heures en plein air dans ce monde exotique et paisible quand l'hélico nous réveille et nous sort de nos rêves. Nous avons couvert 2300 km en 40 jours. Lorsque l'hélico a décollé, il est passé par les pentes rocheuses que nous avons descendues, le champ de neige sur lequel nous avons glissé, au-dessus de notre campement à côté du glacier et au lointain, au-dessus des crevasses que nous avons traversées. Nous avons vu la plaque de glace de laquelle nous sommes partis, séduisante, géante et abandonnée. Zoom sur les plus belles régions françaises. 12 France, tout de suite, sur RMC Découverte. Bear Grylls est un homme comme les autres. Je vais tout simplement me creuser un igloo. Il aime fabriquer des cabanes avec tout ce qu'il trouve. Et voilà pour les contours du sommier. Il soigne